Bonsoir Aymeric de Liger. Bonsoir Mélanie. Vous êtes l'auteur de ce livre qui forcément nous fait penser à Alain Souchon. Beaucoup. Tarte à gueule à la récré, sous-titré Confession d'un influenceur. Vous y racontez les débuts excitants d'Internet, des réseaux sociaux, et puis aussi votre longue descente aux enfers, aveuglé par les clics, le buzz. On va y revenir. D'abord sur le titre. Tarte à gueule à la récré, pourquoi avoir choisi ces titres-là? Parce qu'au tout début, c'était une récréation. On était peu nombreux, on s'amusait dans une cour, on se chamaillait, on s'aimait, on se détestait, puis à la fin de la journée, on rentrait chacun chez nous. Et c'était simple. Et puis après, c'est devenu autre chose qu'une cour de récréation. Vous le racontez, au départ, vous êtes précurseur, vous êtes très peu exactement. C'est les premiers blogs qui sont créés, c'est un nouveau moyen d'expression aussi que vous découvrez. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque ? Je suis nostalgique d'une ambiance de cette époque. Pas de l'époque en tant que telle, de cette ambiance où on pouvait effectivement tester, essayer, apprendre, se développer, imaginer, grandir. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible dans les réseaux sociaux. Vous étiez ce qu'on appelle un influenceur. Alors, peut-être une petite précision sémantique pour tous ceux qui nous écoutent. Alors, c'est quoi un influenceur? Je précise juste, il y en a 150 000 en gros en France aujourd'hui. Oui. En fait, un influenceur, un vrai influenceur au sens de la définition classique, c'est quelqu'un qui parle à l'oreille d'un puissant pour l'aider à avancer dans un objectif. Dans ses choix. Dans ses choix. Nous, les blogueurs, le mot blogueur n'était pas un mot sympathique, ça faisait trop technique, ça faisait trop outil. Donc, des communicants et des gens de marketing ont inventé le mot, on dit, mais en fait, ils influencent les autres dans leur achat, etc. Donc, on va les appeler des influenceurs. C'est venu de là. Mais quand on regarde bien ce que c'est qu'un influenceur aujourd'hui, vous dites qu'il y en a 150 000, ce sont des linéaires, parce qu'ils ne reproduisent que ce que l'on en donne avant pour leur dire « vendez un peu plus ». Donc, c'est pas très intéressant. Vous dites la grande arnaque marketing des blogueurs. La grande arnaque marketing des blogueurs. Et vous dites aussi, le véritable influenceur, personne ne le connaît. Mais alors, ils sont où? Est-ce que nous, ils nous influencent sans qu'on le sache? Peut-être. Je ne sais pas qui y a autour de vous, mais peut-être que vous avez des gens autour de vous qui vous disent des choses et que vous êtes d'accord avec eux ou vous changez d'avis parce qu'ils vous l'ont dit. Ça s'appelle une influence. Ces influenceurs, quand on vous lit, ils semblent prisonniers de ces marques dont vous parlez. Et vous parlez de l'illusion du pouvoir, de poudre aux yeux. Et vous donnez un exemple qui est assez révélateur, c'est celui du défilé de Dolce & Gabbana. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, il se trouve que, je ne sais plus si c'est en 2016 ou en 2017, Dolce & Gabbana a fait venir des influenceurs pour présenter leurs produits. Qu'on voit là, en 2017, en effet, à l'écran, où ils viennent sur les défilés, c'est ça? Ils viennent, mais au-delà du défilé, ils défilent. C'est-à-dire qu'ils portent les produits. Ils sont sur le podium. Donc, ils portent les produits. Donc là, encore plus, ils sont des linéaires. Mais il se trouve que Dolce & Gabbana, ils se sont rendus compte que les ventes n'étaient pas au rendez-vous. Donc l'année d'après, ils ont fait quelque chose de radical. Ils ne les ont pas invités. Ils sont manipulés par les marques. Complètement. Pour autant, on peut quand même très bien gagner sa vie comme influenceur. Certains peuvent très bien gagner sa vie. Vous donnez même votre propre exemple, puisque vous dites que vous avez été payé jusqu'à 6 000 € par mois pour relayer des infos. Pendant une toute petite année, oui. Pendant une petite année. Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, mais ce qui veut dire juste qu'effectivement, relayer les infos, en tout cas, on est payé aussi, aussi pour ça. Oui. La question, c'est qui manipule qui? Parce que là, on parle des marques qui manipulent parfois les influenceurs, et puis il y a les influenceurs qui manipulent finalement le consommateur. Mais évidemment. Évidemment, un linéaire, par définition, c'est quelqu'un ou quelque chose sur lequel on repose un produit, et ce produit est accessible aux marques. Si moi, blogueur, influenceur, je vous parle à vous qui avez l'habitude de venir me voir, me lire, etc., et avec qui vous avez créé une forme de relation, et si moi, je développe ce qu'on appelle le marketing du bouche à oreille, et donc je vous dis, achetez ce produit-là, vous allez me faire confiance parce que vous avez l'habitude de venir me lire. Donc, la manipulation, elle est là. Vous parlez aussi des influenceurs qui murmurent à l'oreille de politiques ou de grands patrons. Oui. Ça, c'est les vrais influenceurs. Alors, c'est les vrais influenceurs, mais c'est pas dangereux ce mélange de politique aussi et de réseaux sociaux, parce qu'ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Ah oui, alors là, vous avez deux sujets. Il y a effectivement les gens qui parlent à l'oreille du cheval, comme on dit, que ce soit politique ou grand industriel. Et puis, il y a ceux qui sont dans les réseaux sociaux et qui ont besoin d'exister. Dans les réseaux sociaux, les politiques, comme les stars du show business, vont dans les réseaux sociaux pour de l'image, pour se faire connaître, pour se faire aimer, pour se faire reconnaître. Alors, vous avez connu la gloire, l'argent, les cadeaux. Vous en minimise, parlez, en tout cas. La gloire, oui. Vous dites jusqu'à 1 000 € quand même de cadeaux par semaine, c'est pas rien. Et surtout, la satisfaction des audiences, des clics qui rendent complètement accro. Je vous cite, j'étais devenu un junkie à la recherche de mon shoot d'excitation quotidienne. La dopamine. Qu'est-ce qui s'est passé? La dopamine. La dopamine, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très simple. Je vais faire très simple, très sommaire. Vous faites quelque chose sur Twitter, vous mettez un tweet. On vous like une fois. Ah, vous êtes content, vous prenez un jet de dopamine. Un j'aime. Un j'aime. Et vous prenez un jet de dopamine. Mais la prochaine fois que vous mettez quelque chose sur Twitter, si vous n'en avez qu'un,
Il n'y aura pas de dopamine. Donc, il en faut un second. Donc au deuxième, oui, vous prenez un jet de dopamine. Et c'est comme ça une espèce de course à l'échalote pour en avoir de plus en plus. Et chaque fois que vous en avez plus, eh ben, vous avez votre shoot de dopamine. Et c'est un phénomène de drogué. Oui, et c'est quand même assez effrayant. Vous en parlez de cette soif d'audience. Ça s'est traduit comment dans votre réalité à l'époque, dans votre vie? Oh, ça c'est Quel impact ça a eu? Il y en a eu beaucoup des impacts, et beaucoup d'impacts nocifs. Et je vais parler de celui qui est le plus terrible probablement, c'est que j'étais sur une émission de télévision et je ouvre mon téléphone pendant la pause publicitaire et je vois une photo qui est juste horrible à voir et je la referme. Et je fais pas attention, j'oublie, je fais un déni complet. Et en fait, à la fin de l'émission, qui était coup de bol, coup de chance, pas très longtemps après, je réouvre la photo et en fait, c'est ma fille qui s'est ouvert la main et qui filait à l'hôpital. J'ai fait un déni total. Et c'est ce jour-là où je me suis dit, arrête Emery. Donc ce jour-là, c'est révélateur pour vous et c'est le début de l'arrêt. Là, il faut arrêter. Qu'est-ce que vous décidez ensuite? Je ferme mon blog. Vous fermez votre blog? Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Aujourd'hui, plus de réseaux sociaux, vous êtes totalement sevré? Je ne suis pas complètement sevré. Il me reste encore un peu Instagram, que j'aime beaucoup. Mais je ne parle que de bouffe et de littérature. Est-ce qu'on peut faire complètement sans, finalement? Non, on ne peut pas faire sans, parce que l'époque veut qu'on utilise les réseaux sociaux comme Internet, comme les mails, etc. On vit avec, on a tous un smartphone dans la poche, on a tous cet accès-là. Mais en revanche, on peut rester à bonne distance. Et c'est vraiment ce que je conseille. Dans le livre, il y a une dimension très pédagogique pour les parents et les grands-parents qui peuvent nous écouter, où j'explique qu'il faut rester à bonne distance. Parce que s'ils veulent bien comprendre ce que font leurs enfants là-dessus, il faut y aller quand même, mais à bonne distance. Et je me suis rendu compte avec mes ados que j'ai à la maison qu'à partir du moment où ils commençaient à s'enfermer, j'allais vers eux et leur parler pour essayer de les extraire pour qu'ils gardent le contact avec nous. Alors justement, vous parlez des ados, il y a d'autres dérives des réseaux sociaux que vous abordez d'ailleurs dans votre livre et entre autres le cyberharcèlement. Oui. On a entendu parler de cette fameuse Ligue du LOL, un réseau d'une trentaine de jeunes journalistes parisiens qui harcelaient sur Internet leurs victimes, de préférence plutôt des femmes. Il y a eu des hommes aussi. Et des hommes, il y a eu des hommes aussi, mais moins. Vous avez connu une partie des personnes qui ont été mises en cause. Quel regard vous portez sur cette affaire? C'est le reflet de quoi? Alors, je suis très partagé. Parce que ceux que je connais sont des très très bons journalistes ou des très bons communicants. Il y en avait. Et ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il y a eu une véritable organisation derrière qui a permis à ce harcèlement? Est-ce que c'est un harcèlement en groupe ou est-ce que c'est des individus qui sont allés trop loin? Parce qu'être bon journaliste n'empêche pas d'être harceleur. Mais bien sûr, mais leur qualité et leurs défauts venaient se révéler sur les réseaux sociaux. Mais on ne le savait pas à l'époque. C'était une époque de 2009 à 2012, quelque chose comme ça. Et on l'a reçu qu'en 2017. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut les sauver? Est-ce que c'était une époque particulière ou pas? Moi, j'ai l'impression qu'à cette époque-là, on vivait de clash. Et qu'en 10 ans, le mot clash est devenu le mot harcèlement. Il y a une loi, d'ailleurs, en 2018, par Marlène Schiappa, qui montre que c'est que le harcèlement. Mais ça ne valait pas harcèlement. À l'époque, on se chamaillait, on se bagarrait, mais ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, vous avez été mise en cause dans une histoire de harcèlement en ligne également, une blogueuse mode qui dépose une main courante. Oui. Vous en parlez et vous dites que c'est la conséquence d'une guerre où tous les coups étaient permis, où l'impunité était complète. Oui, et même si ça se trouve, la main courante faisait partie de ces impunités. De déposer une main courante, ça pouvait faire également faire partie de ces impunités. Est-ce que vous regrettez avec le recul? D'être allé trop loin à une époque? Évidemment. Mais il n'y a même pas de demi-mesure, c'est évidemment. Mais je suis très heureux aussi qu'on m'ait amené à me démontrer que j'allais trop loin. Très rapidement, quand même, une dernière question sur l'Internet du futur, parce que là, on a parlé des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ce demain, comment vous les voyez, vous? Vers quelle évolution? C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes. C'est-à-dire qu'on va garder la bonne mesure, on va garder la bonne distance. On arrivera. On y arrivera. Il y a un grand mouvement qui va vers la Terre, qui va vers l'autre, qui va remettre l'homme au milieu de tout. Avec un peu moins de fake news? Espérons-le, mais en tout cas, on va mieux se servir des réseaux sociaux. Eh bien, merci Emery Doligé. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre, Tarte à gueule à la récré, Confession d'un influenceur. C'est chez Mareuil Éditions. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlet qui nous parle ce soir des États-Unis et de Donald Trump. À un an de la présidentielle américaine, le président est menacé par une procédure de destitution. C'est dans l'air est intitulé Condamnation, revers électoraux, ça tangue pour Trump. Bonne émission à vous.